Alors, merci d'être là ce matin. On a des belles choses, des belles idées à vous présenter, puis on vous souhaite de vivre un beau moment avec nous ce matin. Donc, bienvenue au GRMS. On vous souhaite la bienvenue, nous aussi. La ressource, maintenant, vous pouvez applaudir. Encore un petit peu. La ressource légendaire est inépuisable en éducation. On va faire le tour un peu de ça aujourd'hui. On va vous expliquer ce que ça veut dire pour nous, puis peut-être éventuellement, d'ici la fin de la conférence, aussi ce que ça veut dire pour vous. Ouais. Alors, nous sommes Esquadédu. Je suis Marie-André, Mao Techno, si jamais vous êtes sur Twitter. Qui est sur Twitter? Ici, qui a un compte? Wouh! Si vous n'avez pas, trouvez-vous un ami, on peut vous aider. Mao Techno sur Twitter. Je suis enseignante depuis 18 ans et je viens de Hawkesbury, dans l'Est ontarien. Bonjour, je m'appelle Marius Bourmu, en ligne. Puis, je suis enseignant de français au secondaire. Puis, je viens aussi de Hawkesbury, dans l'Est ontarien. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Stéphane, Monsieur Hunter sur les réseaux sociaux. Moi, je viens de Vaudreuil, originalement. J'ai étudié au Québec, mais Marie-André, c'est ma conjointe. Faut ça, je me place entre les deux, tu sais, vous comprendrez. Elle m'a traîné dans sa belle province, qui est l'Est ontarien. Mais voilà. J'ai enseigné les mathématiques au secondaire aussi, donc... yes! C'est notre nature. C'est notre nature. Ouais, voilà. Alors, Esquadédu, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Puis pourquoi qu'on est là? Je pense que ça se résume bien en expliquant notre logo un petit peu, en 30 secondes et quart. L'escouade, c'est quoi une escouade? C'est un groupe de personnes qui ont une vision commune. Donc, l'escouade, c'est nous, mais l'escouade, c'est aussi vous. C'est nous. Marius dit souvent, le système, c'est du monde. Puis, c'est vous, c'est nous, le système de l'éducation. Donc, on est l'escouade ensemble. On a mis l'éducation, on l'a mis dans une petite boîte. Parce qu'en éducation, on fait face à plusieurs contraintes. On a plein de choses dans lesquelles il faut respecter. Il y a des examens du ministère. Le ministre n'en a pas parlé, mais il y a des examens qui s'en viennent à la fin de l'année. Vous avez des bulletins à faire, je pense? Oui. Donc, malgré cette boîte-là, malgré ces contraintes-là, il faut les accueillir de façon positive. Puis, les petits bonhommes, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'épanouissent malgré les contraintes ou en vivant bien avec ces contraintes-là. Puis les trois couleurs, c'est un petit peu les couleurs de base. Si vous regardez vos cartouches d'imprimante, ça revient un petit peu à la base. Puis l'idée, c'est de ramener l'humain dans l'équation, ramener l'humain dans la patente. Puis donc, c'est un groupe de personnes qui travaillent malgré les contraintes dans l'épanouissement des humains dans tout ce beau système-là. Fait que c'est un peu ça, l'Esquadédu, qu'on est là pour travailler avec vous là-dessus. Donc, on commence avec une bonne question pour vous ce matin. Pas besoin de répondre tout de suite, on n'a pas préparé le quiz, mais êtes-vous légendaire? Yes. Ouh, t'es un peu là, je commencerai jeudi matin, là. C'est prétentieux un petit peu, tu sais. On est-tu légendaire, on va se garder une petite gêne. Moi, j'ai vu un danseur légendaire hier, on en parle pas. Pas mal impressionné. Pour ceux qui étaient au complexe d'évasion, tout un show extraordinaire. Extraordinaire. Non. Yes! Moi, j'ai appris. Ça a l'air, il y a une soirée d'ensemble ce soir, hein? Prise 2. On vous demande de considérer la question avec beaucoup d'ouverture, parce qu'on va vous présenter certains modèles au fil de la conférence, puis on va revenir avec cette question-là à la fin. Puis peut-être que vous êtes assis là et vous dites « légende ». Où est-ce qu'ils sortent ces franco-ontariens-là avec leur mot de légende dans un congrès de mathématiques? On veut vous mettre en contexte un petit peu. L'an dernier, juillet 2018, on vient de terminer l'année scolaire, première année d'Esquadédu, et on décide d'aller camper dans le parc national de la Mauricie. On adore ce parc-là. Stéphane et moi, on est des campeurs qui avons fait le tour du Canada et des États-Unis. Puis on demande à Marius et sa famille de joindre à nous pour venir camper. Moi, j'adore le camper. Et c'est aussi notre détox numérique pour à peu près 10 jours, zéro Wi-Fi, on ne peut même pas essayer, il n'y a rien qui rentre. Donc on dit on s'en va dans le parc de la Mauricie. Puis Stéphane et moi commençons à faire de la recherche et on réalise que Saint-Élie-de-Caxton, c'est juste à côté ou à peu près, pas très très loin de là. Puis Saint-Élie-de-Caxton, moi j'étais une grande fan de Fred Pellerin, puis je me disais, ben pas que c'était inventé, mais ça existe-tu vraiment? Ça existe vraiment. Et je venais de voir une conférence en Ontario, ça s'appelait TAC. On l'avait reçu à Toronto et on avait été charmés par sa présence. Puis je me disais, quel timing! On va aller visiter Saint-Élie-de-Caxton. Donc on arrive à Saint-Élie-de-Caxton, on embarque,
sur la petite carriole, réellement, tirée par le tracteur, avec la voix de Fred, qui nous guide dans son village. Et on découvre les légendes. Okay? Et on était aussi très contents parce qu'il y avait une zone Wi-Fi. Donc, pour à peu près 5 minutes, Marius a pu vérifier Twitter, Stéphane vérifiait des vidéos de camions plates sur YouTube, et moi, j'étais sur Instagram. Donc, ça nous a permis de se reconnecter, mais sans farce, la tournée commence et on visite le village de Saint-Élie-de-Caxton et on est éblouis, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Donc là, à un moment donné, on voit chacune des petites pastilles rouges et on nous présente des personnes légendaires dans ce village-là. Puis à un moment donné, on nous fait visiter l'arbre à Paparman. Moi, je pensais que c'était une farce, mais non. Il y a un arbre à l'année. Puis quand on regarde de plus près, on voit il y a des grosses Paparman dans l'arbre de même. C'est extraordinaire. Puis à un moment donné, j'écoute la voix de l'animatrice, puis il y a Fred Pellerin parfois dans la carriole en se déplaçant, puis là, j'entends ça. La ressource légendaire est inépuisable à Saint-Élie-de-Caxton. Et je sors mon téléphone, le cellulaire, j'écris ça dans mes notes. Je dis, waouh, c'est bon ça. Parce qu'on se parlait du travail, même si on est en camping, on parle des gens qu'on rencontre. Hey, un tel, as-tu vu ça, ce qui se passe, telle place? Là, on s'est dit. Là, je comprends pour ceux qui se disent, l'angle de caméra n'est pas avantageux. C'est du 2, c'est du 3 mentons, etc. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone. Puis j'ai pris une photo, c'est la photo live. Puis c'est extraordinaire, puis je me suis dit, on va réutiliser ça, parce que c'est important qu'on diffuse, qu'on dénonce, comme tu disais, n'est-ce pas, tantôt, les bonnes pratiques, on s'est dit ça. La ressource légendaire est inépuisable en éducation. Autour d'un feu. Autour d'un feu. Puis c'est un peu le concept ce matin. Je ne sais pas si Steph, tu veux nous présenter notre guide. Comme toute visite guidée, on a un guide, puis on va vous présenter notre guide de ce matin. Elle s'appelle Anaïs. La petite Anaïs est là. Anaïs, c'est la nièce de Marius. Puis on est allé enregistrer sa voix pour qu'elle soit notre guide tout au long de la conférence aujourd'hui. Puis elle étudie à l'école élémentaire catholique Saint-Jean-Baptiste, à L'Orignal. L'apostrophe. L'apostrophe pour majuscule, Orignal. Ça, c'est le nom de la ville. Village, oui. Village. Ça existe vraiment. Alors Anaïs va nous prêter sa voix aujourd'hui. Voici notre parcours pour la visite guidée d'aujourd'hui de la ressource légendaire inépuisable. On vous demande 2 choses aujourd'hui pour nous suivre dans cette merveilleuse visite. Premièrement, c'est une ouverture de votre esprit. Et deuxièmement, c'est une ouverture de votre cœur. Parce que ça va être un petit peu humain, cette conférence-là. Puis on vous demande ça. Donc ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit et suivez-nous dans ce parcours de la ressource légendaire. Et ça commence maintenant. Yes, merci. On écoute Anaïs. On écoute Anaïs. Ça marche-tu? Non. Ah. On a-tu du son d'ordi? Es-tu branché? Oui, il est branché. Oui. Le son est max. Je vais quand même prendre une seconde pour faire ça comme il faut, parce que la technologie, c'est merveilleux. Il s'en va pas à bonne place, c'est ça? Je sais pas, vous allez voir. Écouteurs, ça devrait fonctionner. Monsieur le technicien, quelle est l'entrée de l'ordinateur ici? On cherche le technicien, oui. OK. Vas-y donc, Marius, voir. Le son est vraiment là. OK. C'est pas grave. Je vais imiter la voix de ma nièce. Voici encore. C'est fait? Prochaine station, t'es pas venu au monde en dessous d'une roche. Et voilà. Hey, on l'a eu. Vous avez bien compris. T'es pas venu au monde en dessous d'une roche. Citation célèbre de ma mère Manon. La ressource légendaire en éducation, on s'est dit, c'est pas juste à l'école que ça se passe, ça commence à la maison. N'est-ce pas? Puis dans cette première station-là, je vais vous présenter 2 personnes qui ont été des ressources légendaires pour moi, puis ça va nous aider à définir, bien, c'est quoi ça, une ressource légendaire. Puis le titre de cette station-là, c'est « On n'est pas venu au monde en dessous d'une roche ». Ça, c'est la façon polie de ma mère de me dire à un moment donné, « Gars, je comprends que tu es rendu enseignant ou directeur d'école, mais je t'ai porté, je t'ai élevé. Il y a des gens qui sont passés avant toi, qui font que tu es rendu où tu es présentement aujourd'hui. Tout le monde ici, on est rendu où on est rendu, parce qu'on a eu des modèles et des gens qui nous ont aidés, qui nous ont inculqué des valeurs, n'est-ce pas? Donc, on ne vient pas de nulle part. Ça, c'est ma mère. Photo avec elle. Ça, c'est dans le temps que les cravates larges étaient plus...
Et ça, c'est ma mère Manon. Puis elle, une des valeurs qu'elle m'a inculquées dès mon jeune âge, c'est l'importance de l'école. Peut-être que c'est parce qu'elle n'avait pas terminé son secondaire à ce moment-là, mais elle m'a dit, gars, c'est vraiment important l'école. Puis quand j'étais tout petit, j'ai 5 ans et demi. Puis je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, là, mais moi, ma mère, la documentation pédagogique, ça fait longtemps qu'elle connaît ça. J'avais une boîte chez nous avec du scrapbooking, des vieux bulletins, des vieux travaux. Est-ce qu'il y en a qui ont un père ou une mère qui fait ça? On ramasse tous les travaux, là. Hein? C'est fantastique, pas tout seul à avoir ça. Donc, je suis retourné dans ces boîtes-là pour voir les valeurs de ma mère, ça venait d'où. Je suis tombé là-dessus. Mois de mars 1980, mon bulletin. C'était ça qu'on enseignait dans ce temps-là. Puis le commentaire de mon enseignante à ce moment-là, c'est « Marius est intéressé et travaille bien en classe. Il est très propre dans ses cahiers. » Juste clarifier les choses, j'avais un gars propre devant vous ce matin. Comment fier de ça? Mais c'est extraordinaire. Le 11 mars 1980, j'ai 5 ans et demi. Mais le code de couleur qu'on ne voit pas très bien à l'écran, c'est qu'il y a 3 niveaux de progression. C'est soit très bien, bien ou amélioration nécessaire. C'est anecdotique dans ce sens-là. J'ai un jaune, j'ai un amélioration nécessaire. Je ne connais pas mon numéro de téléphone. J'ai 5 ans et demi. Tu sais, ça, les jeunes, 5 ans et demi, ils rentrent dans l'iPad, ils vont dans Internet, ils vont un peu partout, ils font des achats intégrés. Tu sais, des fois, on a tous vécu ça, ceux qui ont des enfants, là. Hein? Hey, le petit vient d'acheter quelque chose. Je savais pas mon numéro de téléphone. Fait que ma mère m'a dit, gars, on va travailler là-dessus. Fait qu'on a fait un téléphone. Dans le temps, c'était ça. Puis je reconnais la calligraphie de ma mère, 632-7676. C'est son numéro encore aujourd'hui, c'est son cell. Maintenant, c'est pas ce téléphone-là quand même. Mais l'éducation pour elle, c'était vraiment important. Puis, ce qui est important là-dedans, d'un point de vue de ressources légendaires, c'est que ce qu'elle m'a dit, c'est important, mais elle était encore beaucoup plus loin que ça. À un moment donné, je grandissais, j'étais sur le point d'arriver au secondaire, puis ma mère m'a dit, écoute, gars, elle dit, c'est pas vrai que tu vas graduer avant ta mère. Fait qu'elle a lâché son travail cette année-là. Elle embarquait dans l'Acadienne, pas une chevette, une Acadienne qu'on avait dans ce temps-là. Elle montait un petit village pas loin, elle est allée à l'école des adultes pour terminer son secondaire. Puis elle a gradué cette année-là. À ce moment-là, je ne trouvais pas ça vraiment cool. Qu'est-ce qu'elle fait, ta mère? Ben, elle est à l'école, tu sais. Plus tard, je me suis rendu compte qu'elle m'avait enseigné une grande leçon de leadership. C'est que les bottines doivent suivre les babines. C'est pas ce qu'on dit à nos enfants et à nos élèves qui compte, c'est ce qu'on fait. Ma mère m'avait enseigné ça. Je m'en étais pas rendu compte. Donc, ressource légendaire numéro 1, des fois, ça vient de la maison, n'est-ce pas? On a besoin de ça. Deuxième ressource, quand je suis devenu enseignant, Monsieur Jean Joly. Ça, c'est une photo récente, il est maintenant à la retraite. Je l'avais eu comme enseignant d'éducation physique, très intense, exigeant, mais pour les bonnes raisons. Quand je suis devenu un professionnel de l'éducation, Jean, il ne savait pas, mais je le regardais aller. Comment il parlait aux élèves? Comment il parlait des élèves? Comment il parlait à ses collègues? Comment il parlait des collègues? Comment il se préparait pour une rencontre? Comment il planifiait ses cours, ses pratiques sportives après l'école? Je le regardais aller, là, et je me disais, si un jour, je peux arriver juste à la cheville de Jean Joly, je vais être un professionnel. Jean Joly m'a enseigné, sans le savoir, à devenir un professionnel. M'a montré ce que ça prenait pour devenir professionnel. On ne sait jamais qui nous regarde comme les deux, n'est-ce pas? Tout le monde ici est le ou la Jean Joly de quelqu'un d'autre. Extraordinaire, extraordinaire, le modèle. On a besoin des modèles. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on est dû pour ce matin? Ben, c'est quoi une ressource légendaire? Parce que je vous ai posé la question tantôt. Êtes-vous une ressource légendaire? Êtes-vous légendaire? Donc ça, je vous laisse la lire parce que c'est notre seul diapo qui est un peu plus chargé. Ça va vous définir un peu, selon nous, c'est quoi une ressource légendaire. Regardez ça si c'est beau. OK. Ah, celle-là, tu sais, quand même. Donc l'idée, c'est qu'on a le plein contrôle sur la personne qu'on est et qu'on devient. Ça, je contrôle ça à 100%. Ce que je ne contrôle pas, c'est ce que les autres font en ma présence. Donc, j'essaye de créer les conditions pour que les gens qui me sont confiés deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Et n'est-ce pas notre rôle en éducation? Les gens devraient être meilleurs une fois qu'ils nous ont rencontrés. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Alors, ce matin, avant de passer à la prochaine station, je vous invite à prendre conscience des gens qui vous ont aidé à vous rendre là où vous êtes rendu dans votre carrière. Pas nécessairement vos modèles présentement, mais les gens qui vous ont déjà servi de modèle
dans votre parcours. On prend 2 minutes. C'est vraiment important que vous mettiez des mots, un nom ou des noms là-dessus. Il y a le GRMS 46, si vous voulez dire des petits merci dans la twittosphère, ou juste en discuter à votre table. Prenons 2 minutes pour discuter à votre table. Qui a été une source d'inspiration pour vous? Parce qu'on n'est pas venu au monde en dessous de drap. N'est-ce pas? 2 minutes, puis ensuite de ça, on passe à la prochaine station. de vous laisser jaser pendant une conférence. On trouvait que c'était important. Il va y avoir d'autres moments pendant la conférence pour vous laisser digérer vos émotions et ce qu'on vous propose. Donc, prochaine station. Prochaine station, un contexte rempli de possibilités. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est à l'ère du numérique? Je pense que oui, mais je pense qu'on n'a même plus besoin de se le dire. On le sait. J'ai vu un collant tantôt sur le laptop de Julie qui disait « We are all digital citizens », puis j'étais comme, c'est intéressant que ça le dit sur le collant. C'est en lien avec ma station. On est à l'ère du numérique, on ne peut pas nier ça, ça fait partie de notre quotidien. Je sais en ce moment qu'il y en a qui sont sur leur ordi, leur laptop est ouvert, les tablettes sont là, on est sur le Wi-Fi. Je trouve ça exceptionnel qu'on a un Padlet où on peut échanger, qu'on a un programme numérique. C'est rendu que ça fait tellement partie de notre quotidien qu'on n'a plus besoin de se le dire. C'est ça, en 2019. Et la décennie va terminer, là, sous peu, dans quelques jours. 2020. Aujourd'hui, en 2019, avec cette ère numérique-là, à notre avis, les ressources légendaires sont ces personnes qui voient cette ère du numérique et qui se disent « OK, je me retrousse les manches, let's go, je saute, qu'est-ce que je peux faire avec toutes ces possibilités que l'ère du numérique m'offre? » Peu importe la matière et en éducation, plein de possibilités qui sont à la portée de nos mains. Une belle citation de Seth Godin qu'on a pris la liberté de traduire. Mais justement, les leaders transformationnels ou ces ressources légendaires sont des personnes qui se disent quel avenir est-ce qu'on peut créer avec toutes ces possibilités que le numérique nous offre? Les compétences globales, appelez-les comme vous voulez, au niveau du Canada et les conseils des ministres en éducation, on a identifié les compétences globales suivantes et découlé de ça les compétences du numérique. Par chez nous, on dit les compétences du 21e siècle. Bientôt, ce sera les compétences transférables. Peu importe le nom, c'est ce qu'on souhaite développer chez nos jeunes. On dit le programme cadre, oui, c'est une chose, mais on doit développer les compétences au travers de ce programme-là. On veut former les citoyens de demain
des gens qui sauront faire preuve de pensée critique, qui pourront faire de la résolution de problèmes, qui pourront communiquer efficacement et ainsi de suite. C'est ce qu'on veut développer chez nos jeunes. Mais la question que je me pose toujours, c'est nous, en tant qu'adultes. Marius parlait tantôt de bottines qui suivent les babines. En tant qu'adultes, est-ce qu'on est des modèles de ces compétences-là? C'est ça qu'on veut développer chez nos jeunes, mais est-ce que nous, on fait preuve de collaboration? Est-ce qu'on est là en train d'être plus créatifs, d'innover, nous aussi? Est-ce que réellement les bottines suivent les babines et le numérique nous offre tellement de belles possibilités pour collaborer à l'échelle de la francophonie ou à l'échelle de l'éducation, dans notre province ou même au Canada, ou la francophonie de façon générale? Moi, je vous présente 3 femmes légendaires que peut-être vous ne connaissez pas. Mylène, Jennifer et Vicky sont 3 accompagnatrices de Toronto. Le conseil scolaire Viamonde, dans la région de Toronto, dans le sud de l'Ontario, dans un conseil scolaire francophone, un des plus gros en Ontario. Elles ont un territoire de Toronto jusqu'à Windsor, assez gros, à peu près 500 km entre les 2 écoles. En fait, le kilométrage, c'est pas si pire que ça. C'est juste qu'ils ont un grand défi, ils ont du trafic, de la circulation incroyable. Ces accompagnatrices-là ont décidé qu'il faut qu'on se trouve une solution pour avoir une plus grande portée, pour pouvoir aider tous les enseignants de notre conseil scolaire. Donc, à la suite d'une formation qu'on a donnée, les coachs à 360 degrés, les 3 filles se sont regardées et ont dit « Pourquoi qu'on ne se créerait pas un balado? On va parler d'éducation. Ça va nous servir pour outiller nos enseignants et non seulement on va leur donner des outils puis on va pouvoir les accompagner en virtuel même quand on n'est pas là, on va pouvoir avoir des invités de notre propre conseil scolaire, faire rayonner des pratiques parce qu'il y a des belles choses qui se passent partout et on va pouvoir jaser d'éducation. Si jamais ça vous intéresse, c'est toute la classe, le nom de leur balado. Et elles ont célébré leur première année de diffusion. Elles ont une 20aine d'épisodes qui portent sur toutes sortes de thèmes en éducation, beaucoup au sujet de l'évaluation. Donc, vous pourrez aller consulter ça. Et elles ont eu toutes sortes d'invités et fait rayonner plein de gens à cause de leur décision d'embrasser le numérique et de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je veux vous faire écouter un extrait parce que vous allez entendre des beaux parfums de la francophonie. Nous sommes 3 professionnels de l'éducation dans le sud de l'Ontario. Mylène Brassard, Vicky Fauteux et Jennifer Davis. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe. quoi? OK. En effet, nous avons toute la classe. Nous allons vous proposer des épisodes sur des thèmes ponctuels en éducation, tels que la planification, L'évaluation l'intégration de la technologie, la persévérance et bien plus encore. Donc, malgré les accents, malgré le sentiment minoritaire dans leur petit coin, malgré leur territoire, elles ont dit « on va se faire un balado ». On veut rejoindre les gens, on veut sauter sur cette opportunité-là pour aider les enseignants et faire valoir les profs qui sont dans leur salle de classe et qui pensent qu'ils font rien d'exceptionnel, mais qui pourraient aider plein d'autres profs au travers du conseil scolaire. Donc, à leur insu, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont parti ce balado-là et il est devenu écouté un peu partout au Canada, à l'échelle de la francophonie canadienne, même que c'est pas comme dans un dernier épisode de l'École branchée, une dernière édition qu'elles ont été mises en valeur dans la revue. Donc, elles, vraiment, n'avaient aucune idée où ça allait les mener de faire ce balado-là. Quand elles ont pris cette décision-là, tout ce qu'elles ont décidé de faire, c'est de dire « on va laisser des traces de notre pensée. On va rendre notre pensée visible. » Oui, on est assez bonne pour partager avec nos collègues. Puis pas juste ça, on veut que nos collègues sachent qu'ils sont assez bons pour partager avec les autres. Tantôt, Guy parlait de vous lancer puis de partager des choses que vous faites dans vos classes. Tout le monde ici a quelque chose à partager. Un bon coup, un moins bon coup, mais peu importe le coup, ça peut aider quelqu'un d'autre. On ne sait jamais quelle portée notre message pourrait avoir. Et comme Marius disait, il y a tout le temps quelqu'un qui nous regarde et qui nous observe et qui pourrait apprendre de nos expériences. Mais si on ne rend pas nos apprentissages visibles, il n'y a personne qui en profite.
On garde tout ça pour nous. Peut-être que le numérique, c'est pas ton étape tout de suite, mais la possibilité est là de se partir un balado qui, en passant, il n'y en a pas beaucoup des balados en français au sujet des mathématiques. Je vais juste lancer l'idée. Mais on a des revues, on a toutes sortes de plateformes pour partager. Alors, la question avec laquelle je vous laisse dans ce bloc-ci, c'est quelles possibilités numériques pourraient vous permettre, justement, d'avoir une plus grande portée, puis de rejoindre vos collègues et de partager toutes vos coups. Prochaine station, saisir les occasions. Saisir les occasions. Oui, ça marche. J'ai réussi à allumer mon micro. Je l'aime, mon petit bonhomme. Avez-vous ça, vous autres, un collègue ou une collègue Superman, Superwoman? Oh, hey, je vois du monde qui pointe. Monsieur qui pointe, c'est quoi le nom de votre collègue Superman? Steve. Steve Fodet. Steve, Jean. En as-tu d'autres des noms? Juste deux? Nicole? Carole. Je suis sûr qu'il y a une Nicole en quelque part aussi. Tu sais, quelqu'un qui entre dans la porte, il n'a pas dit encore un mot, et pourtant, il influence juste par sa présence. Tu sais, quelqu'un qui inspire le calme, qui inspire la confiance, qui est vraiment un mode. Pourquoi vous riez? C'est le temps. Voilà, le calme. Ah, ouais, le calme. Voilà. Je me suis posé la question parce que j'ai eu la chance d'avoir un collègue qui était comme ça, qui influençait simplement par sa présence. Puis je me suis posé la question, j'ai dit, c'est-tu un modèle? Là, je réfléchissais, puis là, j'ai essayé de mettre d'autres mots là-dessus. J'ai dit, c'est-tu du charisme? Parce que, tu sais, être charismatique, c'est ça, ça s'explique pas vraiment, tu le ressens. Là, je me demandais si c'est tout ça. Ou est-ce que c'est-tu du leadership? On dit que le leadership se passe en présence de l'autre. C'est-tu du leadership? Ou c'est une légende? Est-ce que cette personne-là, c'est une légende? Puis là, ben, à force d'y penser, je me suis dit certainement, ça peut être une légende. Je vous présente ma légende de ce matin, ou une des légendes. Il s'appelle Denis. Reconnaissez-vous ce petit visuel? Denis la petite peste. Dennis de Menace pour les intimes. Denis la petite peste, pourquoi j'ai mis cette image-là? Parce que M. Denis, mon collègue de travail, il disait lui-même que c'était un Denis la petite peste. Puis il jouait beaucoup de tours, puis il aimait ça vraiment, avoir du plaisir un peu partout où il passait. Une des choses qu'il faisait au quotidien, c'était d'aller saluer le plus de gens possible. Il prenait le matin, il prenait le temps d'aller voir tous les enseignants de l'école, ou en tout cas le plus possible, les saluer, puis de leur poser la question, « Hey, y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour que ta journée se passe mieux? Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour t'aider un matin? » C'est fou comment une petite question aussi simple peut changer ta journée. Mais l'autre affaire qu'il faisait aussi, c'est qu'il essayait de croiser le plus d'élèves possible. Puis son but ultime, c'était de les faire sourire. C'est surprenant comment il pouvait être créatif pour faire sourire les élèves. Il en faisait des niaiseries au postcard. Mais l'idée, c'est que M. Denis, il saisissait les occasions. Puis il se servait de ce que j'appelle la puissance du corridor. Tu sais, quand on se promène dans le corridor, puis on voit des gens qui se promènent, puis on observe ça un petit peu, il y avait des élèves qui marchent avec les yeux dans les airs, puis qui cherchent une connexion, ils cherchent une relation, puis il y a plein d'opportunités où est-ce qu'on puis on faisait un hochement de tête. Puis M. Denis faisait ça beaucoup, il saisissait ces occasions-là dans le corridor. L'autre chose, M. Guy, vous en avez parlé tantôt, l'importance de l'informel. Quand on développe des relations avec nos élèves ou nos collègues, comment ça se passe? C'est le fun, je suis en train de parler, puis je vous jase, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir, mais c'est pas en ce moment que vous développez le plus les relations entre vos collègues, puis entre vous autres et tout. Comment ça va se passer? Ça va se passer dans le corridor. Tantôt, ça va se passer pendant les pauses. On a allongé les pauses pour s'assurer qu'on rencontre le plus de gens possible. Connecter, entrer en relation, ça se passe souvent dans l'informel. Puis, des fois, quand vous avez de la difficulté avec un élève en particulier, des fois, juste de changer de contexte, Caroline, que ça va mieux. On peut développer des relations en changeant le contexte, en allant dans l'informel. Super intéressant. Monsieur Denis, il faisait ça malgré qu'il savait très bien qu'en revenant à son bureau, 35, 40, 45 minutes plus tard, il allait avoir une pile de travail à faire parce qu'à chaque matin, il prenait du temps. Il y en a qui peuvent dire qu'il perdait son... Non.
il investissait du temps pour bâtir des relations, puis ça lui coûtait cher des fois, mais c'est pas grave. Tu sais, des fois, dans une journée, tu t'assois dans ta classe et tu te dis « Tabarouette, il me semble qu'il y a quelque chose un matin qui ne marche pas. Il me manque de quoi un matin? » Puis tu te rends compte que c'est parce que tu n'as pas eu la chance de croiser M. Denis. Tu n'as pas eu la chance d'avoir son sourire, son hochement de tête. Tu n'as pas eu la chance de le croiser et de te faire dire « Hey, comment ça va? » Juste ça, comment c'est puissant. Et pourtant, M. Denis, je vous le présente, c'est le concierge. C'était le concierge de l'école où je travaillais. Puis, il m'a beaucoup inspiré, cet homme-là. Il m'a inspiré par simplement sa présence. C'est incroyable ce qu'il faisait, puis le bonheur qu'il apportait dans l'école. Puis, ça m'amène à dire, ça m'a fait penser à le lien que je peux faire avec le leadership là-dedans. Puis, le leadership, ce que c'est pas une position. C'est une disposition. On peut choisir de se prendre une posture de leader. On peut choisir d'avoir une attitude positive. Moi, je mesure 6 pieds 6 et 146 kilos. Ceux qui veulent faire les conversions, vous pourrez. Mais je peux choisir d'entrer par la porte ici, d'avoir un air bête, puis m'assurer qu'il n'y a personne à 10 pieds autour qui va venir m'approcher. Ou je peux choisir d'avoir un air pas pire, puis un sourire, puis d'attirer un petit peu les contacts avec les gens. Moi, je suis comme ça, puis j'adore ça. Avoir une attitude positive. C'est un choix, avoir une attitude positive. Puis M. Denis, il choisissait d'opter cette attitude-là. On fait une pub pendant la conférence, ok, juste ça. Tous ces détails-là, on les a aussi mis dans le défi de 21 jours, dans des capsules qui rentrent un petit peu plus en détail, puis qui vous challenge au quotidien pour essayer de vivre ces petits moments de réussite et ces petits moments de bonheur-là sur plein de différents thèmes. escoadedu.ca/défi, c'est comme je vous dis, c'est totalement gratuit. 21 capsules de 1 à 3 minutes que vous pouvez écouter au quotidien en boucle et dire « Hey, je me lance un petit défi aujourd'hui. » Donc, je vous invite à regarder ça puis à vivre le défi en groupe. Cela dit, vous avez la chance d'avoir de l'impact et un impact positif chez les gens autour de vous. Mais c'est pas parce que M. Denis faisait ça que vous êtes obligé de le faire comme ça. C'est pas nécessairement une recette. Vous pouvez le faire à votre façon. Tout le monde peut avoir un impact positif à votre façon. Être un modèle, ça ne veut pas dire s'inventer une personnalité, ça veut juste dire être soi-même. Quand on en prend conscience, puis qu'on élève sa conscience de qui on est, puis qu'on est vraiment capable d'exprimer notre personnalité à nous, on devient un modèle pour les autres. Puis, dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment de se comprendre, de se connaître, puis de s'exprimer au meilleur de nous, en tant que modèle. La question que je vous pose ce matin, vous, en tant que prof, en tant que personne qui peut avoir un impact chez les autres, c'est quoi qui vous permet, avec votre personnalité, c'est quoi qui vous permet d'être légendaire? C'est quoi votre sauce? À vous. Pensez-y. Prochaine station, voir l'éducation autrement. Voir l'éducation autrement, on s'en va au Nouveau-Brunswick. Claire, à main levée, qui connaît Claire, l'événement annuel? Juste de même, oui? Fantastique, n'est-ce pas? 11e édition en janvier 2020. Ça a pris 10 minutes et moins cette année pour que les 325 billets soient vendus. Extraordinaire. Comment on se rend là? Pas rendu là du jour au lendemain. Je vous présente Roberto Gauvin, qu'on voit à l'écran ici. En 2018, à ce moment-là, Roberto était à ce moment-là le directeur de cette école-là. Il recevait à ce moment-là, sur cette photo-là, un prix pour ce que l'école est en train de faire au niveau de l'entrepreneuriat dans cette école-là, entre autres. Petite communauté, très petite communauté au Nouveau-Brunswick. Tu sais, comme, tu passes pas par là. Il faut que tu fasses exprès pour y aller. Tu sais, on s'entend pour ceux qui sont déjà allés. Mais c'est extraordinaire ce qui se faisait là, puis je veux vous parler de lui, son approche. Parce qu'il invite les gens à voir l'éducation autrement. Depuis cette année, ça va faire 11 ans et ça se poursuit, même si Roberto n'est plus le directeur de cette école-là. Première chose que je vous dirais, puis ce que Roberto vous dirait, s'il était présent aujourd'hui, c'est ça. La ressource légendaire, ou le leader ici, on pourrait dire, attire d'autres leaders et amène à voir les possibilités. Parce que c'est très difficile de saisir une possibilité si on ne la voit pas. Vas-y, Marius, c'est évident. Mais je ne peux pas saisir l'opportunité si je ne la vois pas. Donc, le leader, c'est ça.
C'est ça que je fais. J'attire des gens pour essayer ensemble de voir autrement. N'est-ce pas ce que vous faites cette année avec le thème? On veut faire les mathématiques autrement. Mais pour le faire autrement, il faut le voir d'abord. Commencer par le voir. Comment je pourrais? Les ateliers vont s'appeler ça. Hein? Ce que je ne savais pas à ce moment-là, à cette photo-là, c'est que j'ai eu la chance en 2018 de faire la conférence de fermeture. Roberto m'appelle, dit Mathieu, j'aimerais ça que tu fasses la conférence de fermeture. Veux-tu nous partager des idées pour peut-être amener les gens à voir les possibilités? Parce qu'une fois qu'on les voit, on peut les saisir. J'ai dit, waouh, j'aimerais ça. Je dis, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, il faut que je parle de FedEx. Il faut que je parle de FedEx. Il faut que je parle de FedEx. Tout le monde connaît ça, FedEx? Oui? Oui? OK. Ce qui est extraordinaire avec FedEx, c'est qu'ils ont remporté des prix pour le design du logo parce qu'il y a une flèche dans le logo de FedEx. Juste là, entre le L et X. Une flèche. Désolé, vous allez juste voir la flèche maintenant. Est-ce qu'il y en a ici qui n'avaient pas vu la flèche avant ce matin? Juste de même. Hey, c'est extraordinaire. Là, vous allez, ça a 20, là. Le camion de FedEx va passer, vous allez, hey, il y a la flèche, là, le logo. Marius nous l'a dit. Il y a une flèche. Ben oui, regardons ça. Ce qui est extraordinaire dans ce qui vient de se produire ici, c'est que c'est pas parce qu'on ne voyait pas la flèche tantôt que la flèche n'était pas là. Oh! Ah. Mais là, l'autre défi, c'est essayer de ne pas voir la flèche. Fatiguant, on l'a vu. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut pas plus le voir. C'est là que tout bascule. Puis je vous le souhaite aujourd'hui, dans un de vos ateliers au moins, de voir votre flèche dans le logo de FedEx. Parce qu'une fois qu'on voit quelque chose qu'on n'avait pas vu avant, on ne peut pas l'effacer de notre mémoire. Puis là, ça dérange parce qu'on se dit, OK, il faudrait. Peut-être pas lundi, peut-être pas lundi là, mais un lundi à un moment donné. Watch out. Watch out. Autre idée que j'ai présentée là, je dis, OK, pour amener les gens à voir les choses autrement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, je me suis dit, on va aller voir en dehors de la salle de classe, parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait comme parents, en dehors des écoles, dans nos approches pédagogiques. N'est-ce pas? Parce qu'il y en a qui ont des enfants ici, juste dans le parent. Fantastique, vous allez vous reconnaître dans ce que je vais présenter. Je me suis dit, je vais parler de ma fille Juliette quand elle a commencé à faire du vélo. Parce qu'il y a des liens à faire là. Puis la raison pour laquelle j'ai choisi ça, c'est parce que je suis devenu prof et père de famille, pratiquement en même temps. Fait que, tu sais, le jour où je m'occupais des enfants des autres, puis le soir et le week-end, c'était mes enfants, mais je devenais prof. Ça, c'est notre parcours, n'est-ce pas? Avec le vélo, je vais vous le montrer, mais cette citation-là de Daniel Pennac m'a beaucoup inspiré. C'est pour dire l'intuition pédagogique. Il faut apprendre à écouter ça. J'écrivais un billet de blog là-dessus cette semaine. On a un pédagogue dans nous, puis quand on devient père de famille ou mère de famille, on n'a pas de cours universitaire pour ça. Hein, moi, j'ai 3 enfants, 15, 16, 25. Il n'y en a pas de manuel. Il n'y en a pas de manuel. Des fois, je le cherche. Il n'y en a pas. Donc ça, c'est notre parcours avec le vélo, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est comme ça dans votre coin de pays, mais on commence à 3 roues, après ça, on a des bouts d'appoint, puis à un moment donné, il y a un adulte qui dit « OK, je pense qu'elle est prête, la petite, là, on enlève les petits trous en arrière, et on part, n'est-ce pas? » Ça, comme père de famille, c'est le gros bon sens. Comme prof, j'apprenais que c'était la différenciation pédagogique, mais c'est la même chose. C'est la même chose, n'est-ce pas? Donc, quand ma fille est venu le temps de l'essayer, pas de petits trous en arrière, elle m'a dit « Papa, elle s'appelle Papi, ma fille, elle dit « Papa, on peut s'aller dans le gazon. Parce que si je tombe, ça va faire moins mal, tu sais. Je dis, bien, on va dans le gazon. Puis à un moment donné, je regarde mon épouse, je dis, penses-tu qu'elle est prête, la petite, tu sais? Viens, Juliette, on va aller sur l'asphalte, on va aller l'essayer. Fait que là, je me place à côté du vélo, même, je tiens la selle, le guidon même. Là, elle se tourne de bord, elle me regarde avec ses yeux intenses, puis elle me dit, tu me lâches pas, là. Ben non, mon amour, je te lâche pas. Clin d'œil, ma femme m'a lâché certains, tu sais. Je l'ai lâché. Elle a réussi. Elle était choquée, mais elle a réussi. Elle a réussi. Pourquoi je vous compte ça? Jamais dans ma tête de père de famille, j'ai pensé que ma fille ne serait pas capable de faire du vélo. Jamais, j'ai pensé ça. Je savais que c'est une question de temps. Mais si ma fille Juliette, au même moment, avait appris à faire du vélo avec moi, mais dans ma salle de classe, j'aurais peut-être dit à un moment donné, Juliette, jeudi, entre 9 et 10, tu vas monter à vélo. Oh yes, c'est là que ça se passe, jeudi entre 9 et 10. Ça va être bien important que tu réussisses à monter à vélo jeudi, là. Ça fait plusieurs fois que tu tombes. Parce que là, j'ai d'autres choses à te montrer. Si tu ne réussis pas jeudi entre 9 et 10, parce que c'est là que ça se passe, ben peut-être que le vélo ne sera juste pas pour toi. Parce que là, d'autres choses, on passe au golf, la nage, la course.
pourquoi la différence dans cette approche-là? Donc, en jasant avec Roberto, puis en réfléchissant à la pratique, je me suis rendu compte que quand l'élève dans ma classe apprenait, c'était vraiment important. Moi, j'enseignais le français au secondaire. Quand l'élève apprenait, super important. Jeudi, 9 et 10. Vous avez un texte d'opinion à écrire, je vous donne 5 périodes. Go! Vous êtes inspiré, je vous le confirme. Le sentez-vous? Pas une face. Mes enfants, c'était ci, ils apprenaient, qui est important. Puis, hommage, je pense à Jocelyn Lagenet pour cette image qui m'a aidé à mieux comprendre ma pratique à cette époque-là, quand j'ai commencé. Ça avait l'air de ça, moi, dans ma classe. Ça y est, monsieur, j'ai compris, trop tard, t'en as des basics, c'est la semaine passée, on est dans l'âge. Tu sais, quand le jeune vient te voir avec sa copie, puis regarde les commentaires, il dit, monsieur, c'est ça? C'est ça que j'ai fait, ça, ça, ça? Oui, fantastique. Ça change rien, mais c'est fantastique. C'est un peu ça, tu sais. Donc, quand on regarde la pratique à ce moment-là, c'est que moi, je mettais l'accent là-dessus avec mes enfants. Premier en haut de la liste, c'est les relations, Stéphane en parlait. Puis en bas de la liste, c'est dans le fond l'aboutissement de la pyramide de Maslow, c'est pas l'accomplissement de soi. On veut ça pour nos enfants. Ça, c'est mon approche. Puis avec les enfants des autres, il n'y a pas de méchant là-dedans. Je tiens à le préciser. Avec les enfants des autres, je voulais juste reproduire qui m'a inspiré de mon ADN institutionnel, comme on pourrait dire. Je faisais plus ça. Ça, c'était mon approche, en clair. Même intention, deux styles différents. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça valait plus de ça. Faire le travail. Ça, c'était le plus important. Faire le travail. Fais le travail. Check. Excellent. T'es pas dans le groupe. Quand on les met côte à côte, ça a l'air de ça. Puis Roberto, au Nouveau-Brunswick, c'est ça qu'il est en train de faire. N'est-ce pas? C'est qu'en éducation, Stéphane parlait de édu dans notre logo. Bien, en éducation, on a des paramètres. C'est correct. Il y a des exigences. C'est correct. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis on se retrouve à un moment donné dans le blanc, quelque part, pendant l'année scolaire. Puis il n'y a pas de mal à ça. Mais on le sait, quand un élève n'apprend pas bien, on s'en va dans le jaune. On est au mois d'octobre, on le sait quoi faire quand il n'apprend pas. On s'en va dans le jaune. Puis c'est exactement ça que Roberto est en train de faire au Nouveau-Brunswick. Il fait de la place pour le jaune dans le blanc. Depuis plusieurs années qu'il fait ça. Il essaie de faire ça avec sa communauté. Comment on fait pour faire de la place pour le jaune dans le blanc, c'est la question. Il faut le voir, il faut trouver sa flèche dans le logo de FedEx, parce que sinon on se dit, le Marius, ça ne se fait pas. Je ne peux pas. Comment on fait pour faire de la place dans la boîte pour ce qu'on sait qui fonctionne pour l'apprentissage? Comment on fait pour faire ça? La posture de Roberto, s'il était là ce matin, il me dirait ça. Moi, je suis un entrepreneur d'école. Il entreprend l'apprentissage, pas dans le but de faire des sous. C'est quoi la job d'un entrepreneur? C'est d'amener de la valeur à sa communauté. Aider, contribuer à la communauté. C'est ça que ça fait un entrepreneur, n'est-ce pas? Et si Roberto était là ce matin, il nous dirait, Marius, j'ai pas fait ça tout seul. Qu'est-ce qui a amené Roberto à réussir à Claire? Puis là, il n'est même plus là, que ça se poursuit. C'est qu'il a trouvé des leaders. C'était les profs. C'était eux autres la clé. Eux autres qui savent quoi faire dans la classe. Si on trouve des leaders, ça veut dire qu'on les cherche. Il y a quelque chose d'implicite là-dedans. Si je trouve le leader, ça veut dire que je cherchais pour. Et des fois, c'est des élèves, les leaders, n'est-ce pas? La deuxième chose qu'on fait comme entrepreneur, quand on a des objectifs ambitieux, comme faire de la place pour le jaune dans le blanc, c'est ambitieux, on fait ça. On change le design quand ça ne marche pas comme entrepreneur. On ne change pas nos objectifs, on change le design. Si la pédagogie qu'on dispense aujourd'hui ne produit pas des citoyens éthiques engagés qui deviennent les entrepreneurs de leur vie, ben on ne change pas d'objectif, on change le design. C'est ça que ça fait un entrepreneur. On change le design. Donc, je vous pose deux questions. Quels leaders autour de vous ont besoin que vous les trouviez? Il n'y a rien qui donne un souffle ou un élan pédagogique plus que quand un collègue ou une collègue vient nous dire « Hey, on a besoin de toi. Tu pourrais faire telle chose. » Qui a besoin d'être trouvé? Qui n'est peut-être pas au GRMS. Deuxième question. Le design de quel aspect de votre pratique ou de votre école aurait besoin d'être repensé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs les plus ambitieux dans vos communautés? Pour ces questions-là. Prochaine citation. Prochaine citation. L'essentiel est invisible. L'essentiel est invisible. Je vous présente. Y a-t-il des profs de maths? Un levé. C'est qui les profs de maths? Ah, ça fait bien. Je vous présente mon prof de maths 436. Maths forte.
secondaire 4, école secondaire Vaudreuil, Monsieur Pierre. C'est la meilleure photo que j'ai trouvée de lui. Monsieur Pierre, quel grand homme. C'est un des profs qui m'a le plus inspiré et qui a un peu changé ma vie comme élève. Moi, quand j'étais un élève, quand on a monté la conférence, je me posais la question, qui a été une légende pour moi quand j'étais élève? Monsieur Pierre, ça a été toute une légende. Il nous a montré ça. Ça, c'est légendaire en tableau. Moins B plus moins AC carré de 2 moins 4AC sur 2A. À ce jour, je l'adore, cette formule-là. C'est juste le plus ou moins que j'ai encore de la misère à faire. Mais c'est correct. Mais qu'est-ce qu'il faisait, M. Pierre? Tu sais, je vous l'ai dit tantôt, je mesure 6 pieds 6. Mais M. Pierre, là, je le regardais comme si c'était un monument. Je le regardais, c'était un grand homme. Il était plus petit que moi, mais dans ma tête, il était donc plus grand. Puis il avait une attitude qui était tellement calme, il était tellement posé, il inspirait la confiance. On rentrait dans sa classe, puis c'était beau. On n'avait vraiment pas de difficulté à se mettre dans une posture d'apprenant puis avoir confiance en nous parce qu'il y avait cet esprit-là, ce sentiment de confiance-là, il s'appuyait à la confiance dans sa classe, vous comprenez? Pour la première fois de ma vie, M. Pierre, il développait des belles relations avec nous, puis je me sentais plus important que le manuel. Ma personne était plus importante que ce qu'on avait à faire dans le cours. Puis ça, j'ai mis des mots là-dessus bien plus tard. Sauf que je me posais la question, puis pendant des années, je me suis posé la question, pourquoi je me sentais bien dans sa classe? Mais c'est entre autres pour ça. Là, j'ai essayé de creuser, puis je suis allé plus loin dans ma tête, puis je suis allé chercher, c'est qui le prof qui m'a encore plus fait, ou qui m'a fait de façon équivalente, mais au primaire. Là, j'ai pensé à mon prof de 4e année. Monsieur Jean-Claude Lapointe, ça c'est son party de retraite, puis il y a un chandail du Canadien. Es-tu des amateurs de hockey? Est-ce que vous êtes des amateurs des Canadiens? Yes. Malade. Jean-Claude. Quand j'ai pensé à Jean-Claude, je ne me souvenais plus de son nom de famille. J'ai appelé mon père, je dis, Père, tu te souviens-tu, mon prof de 4e année, Jean-Claude, c'est quoi son nom de famille? Ben, je voulais trouver une photo de lui, puis je voulais écrire à l'école, tu sais, puis je fais quand même 30 ans de ça, puis des fois les photos, c'est plus difficile à trouver. Il dit, mon père n'a pas beaucoup de mémoire, il dit, Stéphane, il dit, je me souviens pas de son nom de famille, mais il dit, je me souviens que tu l'adorais, ce prof-là. Puis je me souviens que tu parlais toujours en bien de lui. Je suis comme, toi, tu me dis ça en ce moment au téléphone? Puis tu as ces souvenirs-là de mon agissement envers mon prof de maths de 4e. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait, mon prof de maths? Je vous partage un souvenir. Il nous a fait grandir. Je sais plus ce que ça donne. Il nous a fait grandir malgré que c'était difficile. Monsieur Jean-Claude, école Cardinal Léger, commission scolaire Marguerite Bourgeois. C'était à Ville-Saint-Laurent, dans une communauté qui était difficile, qui était... non, c'était vraiment pas évident. Puis, il nous a fait grandir. Puis, une des choses que je me souviens, c'est qu'en 4e année, il nous a montré un théorème qui s'appelle le théorème de Pythagore. Connaissez-vous ça? Là, vous allez dire, t'es fou, lui, en 4e année. Mais quand tu y penses, là, c'est une multiplication de plusieurs facteurs, puis une addition entre les deux, puis une soustraction. Tu sais, comme ça s'explique en mots d'élèves de 4e année, le théorème de Pythagore. Fait qu'il nous a montré ça, puis il nous a donné des petits problèmes simples, tu sais, 3, 4, 5. Puis on a tous pas mal réussi à faire ça, à travailler, puis à utiliser le théorème de Pythagore en 4e année. Puis après qu'on ait fait ça dans le cours, il s'est assis et il a dit, OK, gang, ça, là, c'était du niveau secondaire. Là, on va faire du stuff de 4e année, fait que ça va bien aller. Il a créé les conditions pour qu'on réussisse. Il a créé les conditions pour qu'on ait confiance en nous, puis que ça nous tente d'en faire plus, puis ça nous tente de réussir. C'est extraordinaire comment il a réussi à faire ça pour nous. Puis je résume ça avec cette phrase-là c'est mes mots. Il nous a inspirés, il nous a motivés, simplement parce qu'il croyait en nos possibilités. Puis il croyait qu'on était capable. La force de la perception, c'est fou.
Ce qui est beau là-dedans, c'est que dans les deux cas, dans M. Pierre, maths 436, M. Jean-Claude, 4e année de primaire, ben, on avait une cible qui était la réussite, puis on n'a jamais douté qu'on pouvait s'y rendre. Jamais. Ils ont instauré ça. Ils ont instauré cette solidité-là. J'ajoute une chose en disant, dans les deux classes, puis j'ai mis ces mots-là beaucoup plus tard, on avait le droit d'apprendre. On avait le droit de commencer en ne sachant pas, puis d'évoluer pour qu'on le sache par après. On n'était pas obligé de le savoir au début. On avait le droit d'apprendre. J'ai aussi mis des mots sur l'intention pédagogique légendaire. Il y a trois choses que je remarque en parlant que l'essentiel est invisible. L'intention pédagogique légendaire, c'est trois choses bien particulières. Le premier, c'est qu'ils ont créé les deux, dans les deux cas, puis je suis sûr qu'il y en a plein, puis vous le faites probablement tous, créer des relations authentiques. Avoir un intérêt authentique envers nos élèves. Vous pourriez être surpris, en mathématiques, tous les liens qu'on peut faire avec l'amour du skidoo. Tu sais, vos jeunes qui trippent skidoo, on peut faire plein de liens avec ça en maths, c'est fou. La deuxième chose, ils ont géré dans les deux cas, ils ont généré des émotions positives. On était contents d'être là, on avait hâte de se rendre. J'avais hâte d'aller dans mon cours de maths 436. La troisième, c'est qu'ils ont créé un climat sécuritaire, un climat d'apprentissage. Les deux profs ont réussi à faire ces trois choses-là. Puis à ce jour, je me souviens de comment je m'étais senti dans leur classe. C'est incroyable à quel point, dans mon cœur, ça se passe. Quand j'étais enseignant, j'essayais de faire ça. J'essayais de faire en sorte que les élèves se sentent bien en ma présence. C'est tellement important. La question que je vous pose, c'est avez-vous un nom en tête d'un de vos profs qui vous a fait sentir ça? Sans nécessairement le dire. Avez-vous quelqu'un dans votre parcours scolaire qui vous a fait sentir comme ça? Ou avez-vous un collègue que vous sachez très bien qui fait sentir ces élèves comme ça? J'écoutais la radio en m'en venant, hier, en faisant le voyage entre Montréal et Victoriaville. Puis il y avait Stéphane Waite, le coach des goalers, le coach des gardiens de but du Canadien. Puis Mario, aux amateurs de sport, il lui demande, il dit « C'est quoi que ça prend pour gagner une Coupe Stanley? » Il dit, même si tu as tous les talents, c'est quoi que ça prend pour gagner une Coupe Stanley? Stéphane White, il a dit, la maîtrise de l'intangible. Là, Mario, il dit, de quoi tu parles? Il dit toutes les choses qu'on ne voit pas, le leadership dans le vestiaire, le leadership à l'extérieur de la glace, le leadership sur la glace, les choses que les gens se disent, la confiance qui se bâtit, la confiance qui se bâtit à l'intérieur de l'équipe, des joueurs entre eux autres et tout. L'importance de l'intangible. Ça ne se mesure pas, ça. Créer des relations authentiques, ça ne se mesure pas. Exprimer son leadership, tu ne peux pas mesurer ça. Tu peux faire un sondage, mais tu ne peux pas mettre une note là-dessus. Alors, je vous dis que développer cet invisible-là, c'est tellement important pour le développement de nos jeunes, et je vous dis, l'essentiel est invisible. Prochaine citation. Prochaine citation. Qui enseigne à qui? Les fameuses listes de classe. Je ne sais pas pour vous ici au Québec, mais est-ce qu'il y en a qui choisissent les élèves sur leur liste de classe? Pensez pas, OK. Non plus, parce que chez nous, on ne choisit pas nécessairement. Bon, en fait, on ne choisit pas du tout nos listes de classe et les élèves ne choisissent pas sur quelle liste de classe ils se retrouvent, eux non plus. Puis cette citation aussi nous parle justement de qui est l'enseignant. Je vais reculer la cassette. Ça, c'est moi en 2002, première année d'enseignement. Puis ça, c'est ma classe, une de mes classes à droite. J'enseigne au secondaire. Il y a Mathieu et Chad donc, qui vous montrent leurs petits abdos d'adolescents. Je suis une enseignante d'éducation physique. Je vous fais un aveu, c'est ça ma didactique, enseignante d'éducation physique. Et ma deuxième didactique, c'est les sciences. Mais c'est ma deuxième didactique. Je ne suis pas aussi à l'aise qu'en éducation physique. Première année d'enseignement, mon premier semestre, donc les premiers 4 mois de l'année scolaire, j'enseigne un cours de sciences théoriques. En Ontario, théorique, ça veut dire voie préuniversitaire. 10e année appliquée, voie plus métier collégial en sciences. Puis un cours d'éducation physique, 38 élèves, 11e année mixte. C'est mon premier semestre.
Et 2 cours de sciences sur 3. Je suis une enseignante d'éducation physique. Donc, il y a 3 choses qui se passent en ce moment. 1, je suis nerveuse. Je suis hors de ma zone de confort. Je vais enseigner des sciences. Deuxièmement, j'enseigne un groupe qui est de 10e année. Ça, c'est comme si je disais, c'est pas la même affaire, mais mettons, je disais secondaire 2. Ils sont un petit peu plus braves que secondaire 1. Ils ont formé leur petit caractère de la première année au secondaire. Donc là, ils s'essayent, ils testent. Puis ça, je le sais, je vais me faire tester. Je suis une nouvelle enseignante aussi. Puis troisièmement, c'est un groupe appliqué. Un groupe plus la voie métier précollégiale. Moi, ça fait 10 ans. Donc, 5 années de secondaire, parce qu'en Ontario, à cette époque-là, c'était 5, maintenant c'est 4. 5 années d'université où j'œuvre dans une boîte très carrée de jeunes qui ont cette vision plus magistrale de l'apprentissage. On apprend comme ça. C'est pas... Il n'y a pas personne qui sort de la ligne, c'est rare. On répond aux exigences. Puis, je n'ai jamais connu un groupe comme ça. En tout cas, l'université ne m'a pas préparée pour cette réalité-là. Je n'étais pas prête. Donc, je l'ai vécu. Ça fait 1 semaine que j'enseigne à ce groupe-là et ils me le disent ouvertement que je vais devoir changer. Parce que mes stratégies ne fonctionnent pas avec ces jeunes. Je veux abandonner l'enseignement. Je vis réellement la loi de la douleur. C'est à ce point-là que je vais voir qu'est-ce qui va se passer avec ma carrière. Je peux arrêter, lâcher, abandonner, baisser les bras ou grandir dans cette situation-là. Et je choisis la deuxième option. Donc, je me dis, il y a des gens jolis dans mon école, il y a des enseignants chevronnés, et je me mets à jaser, je lève le drapeau, je me rends vulnérable et je demande de l'aide. Qu'est-ce que je fais avec ces jeunes-là? Premièrement, c'est des jeunes de 2e année au secondaire. Il y a d'autres enseignants qui les ont connus. Quelle stratégie je peux utiliser avec eux? Je me mets à lire les dossiers, je découvre des choses que je n'avais pas apprises à l'université et je me lance et j'apprends et je me remets sur les bancs d'école. J'adopte cette posture d'apprenante. Ben oui, ça a l'air, quand on devient enseignant, qu'on est aussi apprenant pour le reste de notre carrière. Donc, je suis testée dès le début. Et je me pose la question, c'est qui le prof? Dans cette situation-là, réellement, je me sens même plus comme celle qui est la prof. Je me sens comme si c'est mes élèves qui sont les profs. Ces élèves-là qui ont été mis sur ma liste de classe sont en avant de moi, puis sont en train de me montrer quel prof je vais devenir. Donc oui, ensemble, on travaille ensemble. Sans eux, je ne suis pas enseignante. Sans moi, ils ne sont pas élèves. Ensemble, il va falloir qu'on travaille. Il va falloir ensemble atteindre les attentes qu'on va se cibler. Je peux vous dire que cette année-là, je ne suis pas certaine que j'ai tout couvert le matériel, mais on a grandi. On a grandi, on a appris, on a cheminé. Puis il y a eu beaucoup de relations. Il y a eu beaucoup de retournées à la base avec ces jeunes-là. Et ces jeunes-là, le fameux Chad et Mathieu en avant, qui sont aujourd'hui des chefs de département de police, des entrepreneurs, des gens qui ont réussi, m'ont montré que ma carrière allait devenir une séance élastique. J'allais devoir étirer mon élastique constamment. J'allais devoir étirer cet élastique-là qui me sortait de ma zone de confort. Moi, l'enseignante d'éducation physique, j'apprenais en sciences que ma carrière allait être une séance d'étirement constante. J'allais constamment être sortie de ma zone de confort parce que c'était la seule façon que j'allais atteindre mon plein potentiel et ces jeunes-là me l'ont démontré dès le début. Alors, quand on résiste, je l'ai vécu dans cette situation-là, quand on résiste à des élèves qui sont peut-être un peu plus difficiles, un groupe peut-être un peu plus difficile, c'est tout simplement un signe qu'on n'a pas les outils pour travailler avec eux en ce moment. C'est pas un signe qu'il y a quelque chose de mal avec eux autres, c'est un signe qu'il faut grandir. Ça prend de l'humilité, ça prend de la réflexion, ça prend beaucoup de vulnérabilité, puis ça prend surtout une posture où on se dit « OK, je dois retourner apprendre. » Parce qu'on doit changer. C'est pas évident. Les élèves qui nous sont confiés, dans ce cas ici, sont des légendes. À nos yeux, il ne faut pas négliger les légendes que sont les élèves. Les enseignants que Stéphane a nommés ne seraient pas des légendes aux yeux de Stéphane s'il n'y avait pas eu d'autres Stéphane avant Stéphane. Notre fameuse liste de classe de cette année nous prépare pour la liste de classe de l'année prochaine. Chaque nouvelle liste de classe est une préparation pour les prochaines à venir. Les élèves sont vraiment ceux qui nous forment. Il ne faut pas négliger leur impact, même si sur le coup, des fois,
c'est pas ce qui sort de notre bouche. Ça peut être difficile. Y en a-tu ici qui ont eu des groupes comme ça, qui les ont formés? J'espérais pas être la seule. Y en a-tu qui n'ont un en ce moment? OK. Parce qu'on sait que c'est un sujet qui nous tient à cœur, puis on en a tous vécu, on se donne 2 minutes. Quels élèves ont été légendaires dans votre parcours? Vous n'êtes pas obligé de nommer les noms, mais un contexte. Hashtag gratitude, les amis. On est reconnaissant. On se donne 2 minutes. vous invite à terminer votre idée. Merci beaucoup tout le monde. J'aimerais vous diriger vers la prochaine station. Je sais que c'est dur d'arrêter de parler. Alors, prochaine station. Prochaine station, se rendre vulnérable. Il n'est pas facile, lui. Avez-vous entendu ça? Je crois qu'on va le réécouter, moi. Prochaine station, se rendre vulnérable. Il n'est pas facile, lui. Anaïs, elle a vraiment marqué son coup, puis on l'a gardé, on a dit, c'est bon, elle a dit, il n'est pas facile, lui. Se rendre vulnérable, c'est facile à dire, dépendamment quel âge que mais c'est donc pas facile à faire, se rendre vulnérable, parce qu'on a ce sentiment, des fois, de perdre un peu de contrôle. On a peur un peu de perdre la face, peut-être, des fois, mais Colin, se rendre vulnérable, ça a tellement d'impact. C'est incroyable. Je vous présente, on dit les élèves nous forment, je vous en présente une légende pour moi qui a été un élève. Je vous présente Maxime. Juste avant de fonder Escouade Édu, j'ai eu la chance d'accompagner une trentaine d'écoles dans l'intégration des technologies d'aide. Donc, les élèves en difficulté qui avaient besoin d'un petit coup de pouce, les profs qui avaient besoin d'un petit coup de pouce au niveau technologique, c'était ça ma job, c'était de les aider à intégrer la technologie pour que les élèves puissent mieux suivre un petit peu dans les classes régulières, puis avoir tous les outils dont ils ont besoin pour réussir. Je vous présente Maxime. Maxime, je suis allé le voir et j'ai dit, Maxime, j'aimerais ça que tu m'écrives une lettre, une phrase à l'ordinateur, puis j'ai dit, peux-tu écrire? Je me promène dans la forêt et je vois des animaux. Et il m'a écrit la première lettre, la première phrase. 4e année du primaire. Maxime est un élève complètement démotivé. Il ne veut plus aller à l'école. Il pleure le matin. Il n'a pas le goût d'être là.
il est vraiment devenu ou il devient un élève difficile parce qu'il n'est pas capable de réussir ou il ne voit pas. Alors, on a activé les outils de technologie d'aide, on a activé la saisie vocale, les prédicteurs de mots, puis en quelques minutes, en 5-6 minutes avec lui, il a réussi à écrire la deuxième phrase par lui-même. Sans faute. Et là, il s'est retourné de bord, puis il m'a fait ce face-là. J'ai dit, Max, c'est cool, tu l'as eu, 100%. Il capotait. En dedans de 5 minutes, il a complètement changé d'attitude. Il a vu que c'était possible. Marius parlait de voir l'éducation autrement. Les élèves le voient aussi que c'est possible. Il faut qu'ils le voient autrement quand ils ont de la difficulté. Quand ils ne sont pas capables d'arriver à leur fin, il faut qu'ils puissent le voir. Puis instantanément, Maxime a eu un regain de motivation. Puis on a passé 1h30 ensemble cette journée-là, puis il était tellement engagé parce qu'il voyait que c'était possible. Par contre, Mme Lynn, qu'on ne voit pas, est assise juste à côté. Mme Lynn est assise là, puis c'est sa propre ressource, puis elle est assise, puis elle me regarde, puis elle dit, moi, la technologie, là, je ne connais rien dedans. Je suis vraiment pas bonne avec la techno. Puis, Maxime la regarde, Lynn, elle la regarde, puis il y a comme un moment de silence. Puis moi, je suis assis à côté d'eux autres, puis il y a comme un petit malaise. Parce que Lynn, elle sort vraiment de sa zone de confort. Là, Lynn, elle me regarde, puis elle me dit, sans me dire, je vais prendre mon courage à deux mains, puis je vais lui parler. Puis elle dit, Maxime, je connais rien avec les ordi. Je te regarde faire, là, puis je serais même pas capable de faire ce que tu viens de faire. Puis lui, il regarde, c'est pas grave, madame. Là, elle dit, OK. On va l'apprendre ensemble. Puis on va prendre le temps de l'apprendre ensemble, puis il y a des fois, tu vas me montrer des choses, des fois, moi, je vais t'en montrer, mais l'idée, c'est qu'on va cheminer là-dedans, on va grandir, puis on va voir les possibilités ensemble. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'ensemble, ils ont vu que c'était possible. Pas juste lui, pas juste elle. Ensemble, ils ont vu que c'était possible. Ensemble, ils ont vu autrement. Voir autrement, ça peut être aussi simple que juste voir qu'un outil peut t'aider, changer ton attitude, changer ta motivation instantanément. C'est incroyable ce qui s'est passé là. J'ai eu la chance de mettre un peu de pression au conseil où j'étais, puis ils ont donné accès à ces outils de technologie d'aide-là à tous les élèves. Tous les élèves. Puis, je dis souvent, un outil pédagogique ou un outil de technologie d'aide, c'est pas une béquille. Ça peut être, dans certains cas, un outil pédagogique puissant. Ceux qui en ont vraiment besoin, c'est extraordinaire. Mais ceux qui n'en ont pas tellement besoin, souvent, ils ne l'utiliseront même pas. Ils vont faire les choix, ils vont s'auto-réguler dans ces cas-là. Je compare ça à une rampe d'accès. Une rampe d'accès, est-ce que si tout le monde passe par la rampe, même si on ne sont pas en chaise roulante, est-ce que ce n'est plus une adaptation? Mon point, c'est, quelle est votre rampe pédagogique? C'est quoi la chose que vous pouvez faire, vous pouvez adapter dans votre classe, à vous, pour peut-être vous adapter aux élèves qui sont plus en difficulté, sans du tout nuire à personne d'autre, puis juste adapter votre enseignement pour eux. Pas faire 2 fois, pas doubler votre tâche, pas augmenter la tâche, juste, c'est quoi je peux changer pour que les élèves en difficulté se sentent bien là-dedans, mais que ça bénéficie à tout le monde. C'est quoi votre rampe pédagogique à vous? Être légendaire, ça va dans les deux sens. Dans ce cas-là, Mme Lynn était légendaire aux yeux de Maxime parce qu'il y a eu une espèce de relation qui s'est produite là, puis la motivation a changé instantanément. Et je vous jure que Maxime est devenu légendaire à mes yeux et aux yeux de Mme Lynn. Parce qu'il a complètement changé sa perception à elle de ce qu'elle pouvait faire pour lui. C'est extraordinaire ce qui s'est passé, simplement parce qu'on a osé se parler. Mais ça, c'est difficile. Parce qu'être légendaire, même si je fais tous les efforts pour le devenir, ça ne se passe pas dans mes yeux, ça se passe dans l'œil de l'autre. C'est l'autre qui va décider si on est une légende à ses yeux, c'est pas toi. On a parlé de créer les conditions, puis c'est dans notre définition. On tente de créer les conditions pour le devenir. C'est un peu ça notre rôle en tant que future légende. Il faut essayer de tenter les conditions pour que l'autre nous voie au travers de ses yeux comme une légende. Alors, est-ce qu'on peut faire tout ce qu'il y en a pour devenir légende dans l'œil de l'autre? Prochaine station, c'est à votre tour. C'est à votre tour. Ça vous tente-tu?
La réponse, c'est oui. Si vous ne le sentez pas, c'est correct, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. C'est à votre tour, on vous a présenté, dans notre tour guidé, on vous a présenté ces ressources légendaires-là. Ce que je voudrais dire ici, c'est qu'on ne peut pas vous présenter des gens qu'on ne connaît pas. Ça, c'est les gens sur notre parcours. Si vous aviez fait la conférence ce matin, on aurait certainement vu d'autres images, d'autres personnes. Il y en a plein partout. J'attire votre attention, par exemple, aux gens qui sont représentés dans le tour guidé qu'on vient de vivre ensemble. Il y a les parents, enseignants, accompagnateurs, concierges, directeurs d'école, enseignants de secondaire et primaire, les élèves. Les élèves à besoins particuliers, puis une enseignante ressource. On touche à pas mal de différentes personnes, n'est-ce pas, dans ce tour d'horizon-là. C'est important d'en prendre conscience. Quand on regarde ça, on peut peut-être se dire que ça n'arrive pas par hasard. Ces gens-là ne sont pas devenus comme ça par hasard. C'est une posture, c'est un choix qu'on fait, on se dit, hey, moi je vais me présenter de même, je mets l'accent sur l'invisible, puis je deviens graduellement la personne que j'ai le goût d'être en éducation, n'est-ce pas? Ça, on fait ce choix-là. Peu importe la matière qu'on enseigne, on fait ce choix-là. Alors, Marie, si on faisait la petite synthèse pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, retournons voir une ressource légendaire. Si on retourne avec toutes nos stations, premièrement, c'est quelqu'un qui prêche par l'exemple. Les bottines suivent les babines. Et c'est quelqu'un qui inspire par la personne qu'elle est, par son caractère et son intégrité, puis on ne sait jamais qui nous observe. Donc, quand on garde ça en tête, en tout cas, moi, ça me fait beaucoup sourire. On est des modèles sans le savoir. Deuxièmement, un ou une ressource légendaire, c'est quelqu'un qui voit un monde de possibilités avec le contexte actuel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a en ce moment? Troisièmement, M. Denis, quelqu'un qui saisit les occasions et qui ne se limite pas à son titre. Dans ce cas-ci, c'est un concierge, ça peut être une secrétaire, ça peut être un gardien du dîner, on s'en fout. Pas besoin d'avoir un titre pour être un modèle. Ensuite, comme M. Beauvin, Roberto, trouve des leaders et essaye de faire de la place pour le jaune dans le blanc. Yes. On innove à l'intérieur de la boîte. On parlait des enseignants, l'essentiel est invisible. Donc, quelqu'un, une légende qui met de l'accent sur ce qui compte vraiment, puis c'est invisible. Comment faire de la place pour ça dans son quotidien? Les élèves, on se laisse former par eux. Ils sont des légendes. Et puis finalement, c'est des gens qui osent faire autrement et on devient légendaire dans le monde de l'autre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vous présente cette citation-là de Daniel Pénac, c'est que c'est dans la conscience, tu en parlais tantôt d'être conscient, c'est dans la conscience de notre moment présent qu'on se développe comme prof, comme directeur, peu importe votre rôle. Il faut être conscient de ce qui se passe là et maintenant. Pas dans 2 mois, pas ce qui s'est passé il y a 2 mois, c'est présentement. On fait le choix à ce moment-là. On fait le choix à ce moment-là. Je vous ai posé la question en début de conférence, est-ce que vous êtes légendaire? J'espère que vous êtes convaincus, tout le monde ici, que vous êtes légendaire. N'est-ce pas? Vous avez la capacité de faire ce choix-là, et vous ne manquez rien pour faire ça. Alors, la légende est inépuisable en éducation. Pourquoi? Parce que vous êtes des mentors, vous êtes des modèles, il y a tout le temps des nouveaux profs, vous avez des nouveaux élèves. À chaque fois, on évolue, on grandit. Mentalité de croissance, on grandit là-dedans et c'est inépuisable. Petite recette, petit truc pour devenir une légende ou pour commencer à point. Alors, commencez là où vous êtes. Deuxièmement, faites ce que vous pouvez, puis faites avec ce que vous avez. Hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais quand on élève sa conscience, c'est incroyable où on peut aller. Puis là-dessus, on vous remercie d'avoir été le public extraordinaire que vous êtes, puis on vous souhaite un congrès du JRMS extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.